Voilà, et là, est-ce que c'est revenu? Normalement, j'ai relancé. Donc, merci de m'indiquer. Normalement, ça doit être revenu, hein. C'est revenu. Ok, parfait, merci beaucoup. Donc, bon, de toute façon, je regardais les news, là, donc rien de spécialement intéressant. Je mettais de la musique, c'est peut-être ce qui a fait bugger. Ah bah c'est sympa ce que t'écoutes. Ouais, c'est pas mal. Alors, au niveau des gros titres, on a Annie's IPO Eaten Up, There was huge appetite one day for the initial public offering Annie's, ça on s'en fout. L'Espagne qui essaye d'acheter du temps, d'après Market Watch, avec le Premier ministre Mariano Rajoy qui revoit ouais, en gros l'Espagne qui essaie de gagner du temps avant d'annoncer donc des mesures un peu dures et qui doit voir son budget 2012 en baisse. Et donc on lit et on écoute sur Market Watch que le point important c'est l'Espagne et non le Portugal. C'est une petite vidéo, bon c'est en anglais. On va se l'écouter rapidement alors qu'il y a toujours de la pression à la vente hein, sur l'eurodoll. Ça se reprend un peu sur l'or. Sur le câble, on est quasiment au point d'équilibre. Hein. Donc on est plutôt pas mal là. Rien à toucher pour le moment. C'est de la pub ça. You can see it. We can help make it happen. BMO Harris Commercial Bank. Let's go back to Europe. We haven't talked about Europe in, it hasn't been that long actually, but it feels like it's been a long time because every day we were talking about them. Now the market's calmed down, everyone seems to forget about Europe, but as you just heard David Wessel tell us, Ben Bernanke and Tim Geithner both said, don't forget about Europe. Vincent Signorella can't forget about it. That's easy for you to say. Yeah. DJ FX trader columnist Vincent Signorella. I saw something this morning, and I started telling this morning to Kate, our producer, and I said, let's talk about Portugal. You have already leapfrogged Portugal. Jumped right over Portugal. Right over Portugal, which has already taken a bailout. And now we're talking about Spain. Is Spain the next domino? Spain. Yes. And this is a bigger problem than Greece. Huge. Much bigger economy. Portugal is right? a problem. Don't get me wrong. Portugal does not have a very integrated economy. It's largely export driven, and 25% of our exports roughly go to Spain, which is predicted by the IMF to have a 1.7% decline, basically recession this year. Where that leaves Portugal is obviously in a lot of trouble, but what people don't realize is that Spanish banks, Spain rather, owns roughly 65 billion euros of Portugal debt. Those are the Spanish banks. So if Portugal trips, Spain stumbles in a very, very big way. Now, Spain, look, it's been well documented. They have some huge problems. Unemployment, huge problem. Yeah, the housing crash there is a huge problem. 20, 25, whatever. Depends on who you ask. It's roughly 25%, 22 to 25%, depending on which age group you look at. It's the largest it's in unbelievable. Europe. Even if you say it's 20%, it's a huge number. Yeah. Very, very quietly, under the radar, what people aren't realizing. People look at the overall sovereign debt to GDP. You look at Spain and you say it's not that bad. It's 66% of their sovereign debt is equivalent to GDP. That's up from 40%. It sounds like one of the best numbers of any of the Western nations. They also have 227% of private debt compared to GDP, which is the highest of all of Europe, and that's equivalent to what Japan's public debt is to GDP. So you take overall Spain's debt structure. If you look at private debt, whether it's corporate or residential debt, that starts to fail. That will move. And the problem with that debt, both public and private, right? It's growing. It is growing. In an economy, and this is what all the Southern European economies have is they're not growing, the debt is growing. They're contracting. Spain did what every... And is there a bailout coming? I mean, for Spain? Inevitably, most likely. I mean, if and who's going to fund that? Germany? Of course. France? Germany is the ultimate checkbook. This is exactly what
the gentlemen down in Capitol Hill were just saying Europe needs a larger firewall Yes. for Spain. Spain, the fourth largest economy in Europe, one of the top 10 in the world. This is a big economy. If they go down, if they can't pay their debt, if they have problems, this thing blows up much bigger than it did with Greece, The right? ring fencing is an illusion. It hasn't really been done yet. It's one domino after the next. Greece was insignificant compared to the problems of Spain, and you still Hill of have, beans. and you still have Ireland, Proverbial. Portugal. There's so many things to deal with, but inevitably the buck stops with the largest debtors and creditors, and it's going to Okay, be Okay, Is it- give us a is it timeline because we're fixable? running. Yeah. We're running short. Give Is us it a fixable? timeline on Spain. It's hard to pick the exact time the penny drops, but you're going to have to go through. I would say somewhere in the summertime is when the issues will probably really start to heat up. All right. Enjoy your spring, folks. How's that, right? All right, Vincent Signorello, thank you very much. Thank you. Talk to you soon. Voilà, on voit toujours beaucoup de tensions, pour ceux qui ont compris, du côté de l'Europe, notamment de l'Espagne. Au niveau des gros titres, la bourse de Paris pénalisée par Total, l'indicateur américain, pas vraiment, je pense. Sans entrain, Wall Street affaibli par le recul de Total, raison de l'incident en mer du Nord et déçu par l'indicateur américain. Pourtant, l'indicateur américain était conforme aux attentes, donc je pense que ce soit ça. Bon. Donc là, il est 16h55. On a vu le chiffre du pétrole US. On va aller voir si ça a impacté les marchés. Ouais, Extrait, tu veux dire quelque chose? ABS, c'est super connard. Je sais pas du tout. Donc les chiffres, c'est tombé à 7.1, donc bien supérieur aux attentes. Donc ça a dû impacter quand même significativement les marchés pétroliers. Et donc au niveau du pétrole, eh bien, on a bien accéléré à la baisse tout au long de la journée. Donc un biais clairement baissier. Voilà, on a ici la résistance. Donc on va également essayer d'aller chercher un support. Voilà. Et donc pour le compte interne, c'est bien reparti du côté de l'euro-dollar avec 72 € de profit. Sur le câble, le long, on est au niveau de notre point d'entrée. Sur l'or, on est légèrement positif sur la dernière position ouverte. J'ai fermé mes positions à la vente sur l'euro-dollar. Donc en tout, j'ai encaissé 8,72 €, ce qui n'est pas énorme et ce qui est déjà intéressant. Bon, il y avait mieux à prendre. J'ai peut-être fermé un peu tôt certaines choses. Bon, c'est en tout cas peut-être une catastrophe. J'aurais pu gratter 5-6 pips. C'est la vie, hein. C'est pas le plus grave. Je suis donc en dehors désormais de l'euro-dollar. L'or amorce un rebond là. On retourne à l'intérieur de la vague formée par les 3 moyennes mobiles exponentielles. On a retracé 38,2%, on a rallié la médiane entre le support 1 et le support 2. On va voir si la chance de reprendre en main le marché. 10 € de perte en cours sur l'ensemble des positions ouvertes. Donc on est stable hein, par rapport à tout au long de la journée justement. Ce qui s'est passé tout au long de la journée. 16h57 là. Les acheteurs qui reviennent pas mal sur l'or, l'or sur lequel on est largement exposé. Hein, avec 3 micro-lots. Mais comment veux-tu qu'on partage sur le chat si t'as des mecs comme ABS, franchement, Fabien? Alors, ouais, attends, je vais regarder. Je ne suis pas pour vous plaire, ça fait rire de lire vos commentaires. Ouais, j'avoue que William, je comprends pas trop en fait pourquoi tu dis ça. Je veux dire, si t'aimes pas les gens qui sont là, je comprends pas pourquoi tu viens en fait. Parce que. Franchement, moi, ça me donne pas envie de. Ça me donne envie de rien mettre, quoi. Ouais, bon. Après, moi j'ai pas envie de faire la police, mais j'avoue que des fois il y a des gens que je comprends pas trop ce qu'ils font en fait. Bon, bref, peu importe. Alors l'or qui remonte bien là, donc moi... Ça se passe si ça continue dans ce sens là. 1263 € donc d'équité. Alors,
C'est marrant de voir les gens s'énerver juste pour quelques paroles. On perd juste des viewers et plus personne ose poser une question. Je pense qu'avoir grandi, on s'en fout carrément. Je connais pas ton blog, oui. Pour être poli, le reste me laisse de glace, ça fait rire derrière vos commentaires, je suis pas là pour vous plaire. C'est vrai, abscon, je trouve assez que c'est limite désagréable. Mais laisse tomber ta capture et montre-nous l'analyse. Alors oui, tout à fait, hein, si vous avez des analyses, des avis, des idées de trade, etc., n'hésitez pas à les partager hein, sur le chat écrit. Voilà, c'est le but, on est là pour ça. Il n'y a pas de... Voilà, chacun a son approche, sa vision, donc c'est toujours intéressant d'avoir les avis des uns des autres, et cette émission est faite pour ça, en fait, pour partager, donc vraiment, n'hésitez pas à nous partager vos analyses, vos idées, vos vidéos, etc. Test le 1... Soit un peu constructif au lieu de passer le temps à casser. Bah c'est vrai que ouais, alors j'ai pas suivi hein, le truc, mais si tu dis que t'as pas envie d'aider, de participer, William part carrément parce que ça sert à rien que tu viennes, c'est pour faire chier les gens, voilà. Fais comme tu veux, bon je m'en tape, il a le souci, loger. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu? Je suis là pour apprendre, donc je suis d'accord que j'affirme sûrement des choses fausses si on apprend. Je crois pas mal. Alors là, ça on l'avait vu. Là. C'est quoi le problème? C'est vrai, c'est relou à la fin, c'est pas cool pour Fab. Faux, le chat n'a jamais aussi bien fonctionné. Le nombre de viewers aussi. Laisse Fab bouiller, il est très bien dans ce qu'il fait. Les perdants sont toujours là pour partager leurs frustrations. J'ai même été modo pour lui. Ils savent pas gérer leurs émotions. Oui, c'est sur Xtrade, le PB, c'est de bien identifier lesquels c'est le nombre de rigolos qu'il y a ici. On fait le ménage de temps en temps. Bah ouais, bref, après, ouais, bon, je suis pas trop, mais bon. Après, chacun parle, je vois pas trop où il y a besoin de faire la police ou quoi que ce soit, quoi. Jusqu'à présent, je trouve que ça se passe bien, donc c'est pas la peine d'essayer d'aller chercher plus loin, quoi. Je trouve. Alors sur l'or en tout cas ça corrige bien, même si la dynamique de fond est toujours baissière et que c'est un trade qui est contre la tendance. Les acheteurs reviennent avec une certaine force là. Sur le câble on est également légèrement positif. On est en dessous de la S3 donc on a vraiment une grosse dynamique baissière, donc si ça se met à corriger sur le câble, ça peut être très intéressant. Donc désormais il me reste deux orientations, hein. Achat sur le câble avec seulement un micro-lot et achat sur l'or avec cette fois 3 micro-lots. On verra si on peut tirer profit de ces positions. Il est déjà 17h02. 1265 € d'équité là. Alors si le câble corrige ça peut être assez vif, hein. On sait que le câble, surtout qu'on est dans une zone de support importante, on retrace 38.2, donc si ça corrige, on peut reprendre assez fermement en main le marché. En tout cas il y aura un beau potentiel et c'est ce que je vais aller chercher. Alors on n'attend plus de grosses nouvelles. Cette semaine ça a été assez calme hein, en termes de, au niveau des nouvelles d'ordre macroéconomique. Donc sur le... demain il y aura plusieurs nouvelles et on aura notamment à 14h30 les revendications du chômage. Je pense qu'on va pouvoir faire un rebond là sur qui. Alors c'est-à-dire, là on a eu une bougie de hausse en M5. Tu penses qu'on pourra faire un rebond dans quel sens? Parce que toi t'es vendeur, donc si on rebondit à la hausse, ça va pas être positif pour toi. Ouais, moi je pense qu'on va au moins faire une correction parce que en tant que quoi qu'on va pas aller en dessous de notre support à 80,58.
Parce que l'USD on est sur 88.6, l'USD CHF on est sur notre résistance, donc on risque de rebaisser, et l'euro-dollar on est sur notre support. Ok. Et aussi c'est les 50 de Fibonacci, le support. Ok, ouais, donc je vois les 50% de retracement, la dynamique haussière que l'on observait donc depuis les plus bas du 22 mars, et donc les plus hauts du 27. Et donc tu dis que c'est quoi l'autre support à part les 50? D'accord, donc j'ai repéré les 50%, mais autrement, comment t'avais repéré le support à la base, en plus des 50%? C'est uniquement avec les 50% ou c'est avec autre chose? Non, c'est avec le passé aussi, quand ton support tu le mets à 80-55 en H1, et ça te donne une bonne zone. Ok, très bien. Bah donc dans ce cas-là, pourquoi tu prends pas ton bénéfice si tu penses qu'on va rebondir à la hausse et dans avec tes vendeurs et que t'as déjà pris un profit significatif? Et ben parce qu'en fait je pense que le rebond il va peut-être s'arrêter sur 82,06 parce que c'est la 50% de notre vague de correction si c'est une vague de correction. Ou alors on pourrait taper les 70,7 à 82,33 qui est une autre résistance. Mais j'opte plus pour les 82,33 puis retour sur le support à 80,61. Mais bon là c'est vraiment un scénario que je prévois vraiment à l'avance quoi. Donc bon, advienne que pourra comme on dit. Plutôt haussier, c'est donc une analyse réalisée en graphique horaire, avec un support qui ne tient pas en compte des ombres, donc pourquoi pas. Et donc qui pourrait amener une phase de rebond. En tout cas, c'est un achat qui me semble cohérent. Dans le sens de la dynamique de fond, sur phase de rebond, avec un petit stop loss sur un gros TP, c'est pas mon approche du tout. Mais c'est cohérent. Par contre, après c'est une question de point de vue, hein, puisqu'on peut pas regarder toutes les unités de temps, mais si tu dézoomes, on est dans une zone de résistance à moyen long terme. Donc là par contre ça peut jouer contre toi. Mais en H1 autrement, voilà en effet, hein, on est dans une zone de support. Puis bon, la bougie elle est franchement de mauvaise augure. Hein. C'est comme la bougie du 27 mars à 11h.
parle de NZD, hein. Ouais. Bah, en effet, là, on a plusieurs ombres qui s'accumulent et des acheteurs qui semblent vouloir revenir, donc... En tout cas, on a un câble qui a vraiment dévissé hein, par rapport aux autres paires relatives. Spécifiquement par rapport au câble, je vais aller voir si je peux trouver de l'information. Alors au niveau des gros titres, du côté de l'AFP, on a la Russie qui emprunte 7 milliards de dollars sur le marché obligataire, a déplacé mercredi pour 7 milliards de dollars d'euros obligations en plusieurs tranches, une émission record qui doit permettre au pays de financer son déficit budgétaire, a indiqué la source financière de l'agence russe Interfax. L'euro reste en hausse face au dollar, dans un marché sans grande direction. Ouais, sur la dynamique long terme, je suis d'accord. Ça, on avait vu. La place financière de Paris étudie l'utilisation de la monnaie chinoise. Tiens. La place financière de Paris étudie les modalités d'une utilisation de la monnaie chinoise par les grandes entreprises et les banques chinoises, a déclaré mercredi à Pékin le délégué général de Paris Europlace, Arnaud Debresson. La Chine cherche à élargir progressivement l'utilisation de sa monnaie au-delà de ses frontières, notamment afin d'être moins dépendante des fluctuations du billet vert. Voilà ce qu'on pouvait lire. Très peu de réactions dans l'ensemble aujourd'hui, pas de grosses news. Demain ça devrait bouger davantage avec des nouvelles d'ordre macroéconomique notamment. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 28 mars 2012, bienvenue pour le point bourse du jour. On commence tout de suite avec l'action BIC. Les bourses européennes ont hier cédé du terrain à l'image du CAC 40 qui a reculé de 0,92%. Le mouvement de consolidation en place pourrait se perdre de vue que la tendance de fond demeure favorable et que l'indice français devrait rallier sa résistance majeure des 3655 points d'ici la fin du premier semestre. Certaines valeurs de la Bourse de Paris restent quant à elles bien orientées, c'est notamment le cas du titre BIC qui consolide actuellement sur ses plus hauts historiques. Le franchissement du récent plus haut à 75,8 € constituerait un nouveau signal d'accélération qui permettrait d'envisager le ralliement de la résistance théorique des 80 €. Voilà pour les valeurs de l'Hexagone. Tout de suite un mot de l'indice belge, le Belvin et des matières. À Bruxelles, le Belvin a lui aussi cédé du terrain, mais reste dans une configuration graphique favorable à court terme. L'indice belge a en effet récemment pris son appui sur son précédent sommet situé à 2305 points, dont le test a renouvelé l'intérêt du courant acheteur. Lors des prochaines semaines, le mouvement ascendant devrait donc se poursuivre en direction de la résistance majeure des 2520 points. Et on termine avec les matières premières. La pression haussière reste forte sur le pétrole Brent. Après plusieurs semaines de consolidation sous les 126 $, les cours semblent désormais sur le point de franchir cet obstacle. Les analystes maintiennent donc un point de vue positif avec en ligne de mire la résistance de 2008 située à 134 $. Voilà pour les valeurs qu'il fallait retenir aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle séance et bien sûr une excellente journée. Voilà le point donc réalisé par IG Markets. Sur le cap, ça corrige plutôt pas mal. On a quelques pips de profit pour le moment. Sur l'or, c'est assez dur hein, pour l'instant. Pas de vraie volonté de reprise en haut du marché par les acheteurs. Tentative de rebond en journalier. On reste sur un billet. En H1, là on voit qu'on est dans une dynamique baissière avec une tentative de reprise en vente du marché par les acheteurs. On verra si ces derniers sont...
peu. Alors j'espère qu'on aura une phase de correction sur le câble. Mais je vais peut-être fermer une partie de mes trades. « 17h14 ». J'ai quand même envie de voir ce que donne la correction du câble. Donc pour l'instant on va rester ensemble. Alors sur le chat on a vu, et sur le marché, tu vas pouvoir tourner la cœur joie. LOL qui disait bébé regarde ton premier point de contact. Si tu as ce type de configuration, ok tu peux tenter le long avec un stop en dessous de trendline. J'hallucine, vous avez la grosse tête ou quoi, vous êtes millionnaire. C'est ce que j'ai fait là. Plop qui dit salut NZD USD et pour moi dans un range en H4, j'espère que ça baisse à 80,58. Qui est également vendeur comme Xtrade. LOL qui me disait non, sur le premier point je constate que tu as une bougie de rebond. Là tu vois rien. Mais qui me dit parce que tu la vois pas mauvaise qualité d'image, mais il en a une petite qui vient de commencer. Xo qui disait bébé tu vois la même chose que moi, je suis long aussi, je me sens moins seul, disait Xo. Le disait dans 1 heure si tu as une bougie bleue, ok tu peux prendre, une bougie verte dans mon cas. Bébé qui disait ah ok tu as raison, j'avais pas bien compris, tu parles du premier contact. Alors bon allez les surfeurs, ah non alors. Ok, bonne soirée à toi, Pip Surfer. T'as fait une bonne journée au final dans ton coin, toi, Pip Surfer. Montrez-la à tous, bah montrez-la à toi également, en weekly, pardon. Alors, GPGPY, je vois un double top en H4, plus rebond sur la résistance en weekly, disait notre plop. On va aller voir si ça bouge côté GPGPY. On a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de mouvement, et là en journalier, les vendeurs semblent vouloir reprendre en main le marché, en effet. Alors Xo qui mettait un lien donc sur l'eurodoll en H4. Alors tasse avec Ans, 50% de Fibo et pullback. Donc voilà ce que l'on avait. Et donc d'après toi on reteste une zone de support importante, j'avais également repéré. Pas par contre de 50% de Fibo, j'irai regarder ça de plus près. Et donc bien après temps on pourra rebondir dans cette zone et repartir du bon pied, pourquoi pas. Voilà pour moi, on a le maxi retracement, on peut monter plus mais je vois pas pourquoi les marchés vont changer d'avis maintenant. C'est vrai que 17h17, ce qui devait être fait a déjà été fait en partie dans la journée là. Sur lequel on corrige, hein, mais c'est très léger pour le moment, il semble pas y avoir de vrai engouement acheteur. On va écouter ce qui se dit du côté de BFM. Il corrige malgré tout, donc restant au-delà des 7000, mais quand même moins 0,8%, même une baisse ou presque à Paris, moins 0,87, 3439 points sous le poids d'Alstom, moins 3,25, ArcelorMittal, moins 3 aussi pour Veolia, 12,36 €, Saint-Gobain, moins 2,8, EDF, moins 2,5, puis des banques, on en parlait tout à l'heure, la Générale, moins 2,5, moins de 23 €, 22,95, Crédit Agricole sous les 5 très très largement, à 4,76, elle perd 2,48%, et puis Total aussi, hein, qui accélère à la baisse, hein. Elle perdait 0,405 tout à l'heure, elle cède désormais 1,3% à pratiquement 38 €, 38,07. On va y revenir dans une seconde. Quelques dossiers qui passent entre les gouttes. Orcac, Gemalto plus 1,7, Dassault Systèmes plus 3%, et puis au CAC là 4-5 valeurs bien orientées, Essilor plus 1,5, 66,46 €, ST Micro plus 0,9, 6,20 €, Peugeot au lendemain de l'augmentation de capital réussie à 12,70 €, elle récupère 0,6%, Danone plus 0,5, Safran plus 0,15 et plus 0,2 aussi pour Sanofi. Petite baisse à Wall Street, le Standard & Poor's 500 1406 cède 0,4%. BFM Business, 15h, 18h, Intégral Bourse. Sébastien Poinon. Et oui, le CAC, deuxième forte baisse, moins 1% hier, encore moins 1% quasiment ce soir. On en parle avec nos invités, Nathalie Pelleras, Cabel Richelieu, Frédéric Plisson, financière de l'Échiquier, et par téléphone chez smallcapconfidentiel.com. C'est Eric Lewin qui nous rejoint. Eric, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Total, qui explique une bonne partie, c'était encore plus vrai hier, mais qui explique en bonne partie donc le recul du CAC depuis 48 heures.
Alors, vous parlez en fait de 2% de baisse en 2 jours, c'est vrai, mais quand vous regardez la pondération de Total, c'est simplement 1% de baisse hors Total. Alors, je m'explique. On a un indice parisien qui est pondéré par les capitalisations, et Total est bien sûr la plus forte capitalisation du CAC 40, avec une pondération de 12,8%. C'est beaucoup, et ça veut dire que dès que Total s'enrhume, le marché baisse fortement. C'est pour ça qu'hier, quand il y avait des commentaires en disant la consolidation a commencé à Paris, etc., moi, je n'y croyais pas du tout, parce que quand on regarde hier, l'indice était complètement stable. Si Total était resté stable hier, on est un système à Paris pondéré par les capitalisations, ce qui n'est pas du tout le cas notamment pour le Dow Jones, puisque le Dow Jones varie en fonction du cours de l'action. C'est-à-dire que par exemple aux États-Unis, IBM qui vaut $207 et qui est donc l'action la plus chère, eh bien a un impact très important sur le Dow Jones. Mais si l'on doit revenir sur le CAC 40 et sur Total, moi j'ai l'impression quand même que la sanction est extrêmement sévère pour le groupe, parce que quand on regarde un petit peu ce qui se passe, si la fuite est colmatée, on pourrait avoir 150 millions de dollars de coûts pour Total. Et si ça venait à exploser, bien sûr, on aurait 10 milliards de dollars, mais entre les deux... C'est une sacrée fourchette quand même, Eric. On peut pas passer comme ça. Mais si vous voulez, est-ce que vous vous rappelez que quand il y avait eu... quand il y avait le problème de BP dans le golfe du Mexique, il y avait eu 11 morts et le Britannique avait dû provisionner 37 milliards de dollars. Et il n'a pas fini de payer et il n'a pas fini surtout de céder des actifs. Ouais. Ça avait eu un impact énorme. Moi, j'ai franchement l'impression que sur Total, qui vient quand même de perdre 8% en 2 séances, on a été un petit peu fort. On a été un petit peu fort sans doute parce que l'action ne fait pas rêver par rapport à des Royal Dutch ou par rapport à des sociétés comme ça. Et puis on avait peut-être besoin d'un prétexte pour fortement baisser. Sinon, pour revenir à un mot sur le CAC 40, je peux vous parler des pondérations tout à l'heure. C'est vrai que quand on voit que les 4 financières ne représentent même pas la pondération totale, on se dit quand même qu'il y a certains problèmes avec des pondérations qui sont trop importantes. Alors je sais pas ce qu'on peut faire parce que on n'a pas, vous et moi, de pouvoir de négociation avec Euronext, mais il faudrait peut-être, pour que les indices n'aient pas une telle volatilité, faire en sorte que les capitalisations, par exemple, ne dépassent pas les 7 à 8%, pour qu'il n'y ait pas des écarts comme hier, parce que franchement, quand j'ai vu hier moins 0,90, je vous assure, vous faites le calcul avec Total représentait dans la baisse d'hier 0,83%, ce qui veut dire qu'avec un Total stable, on perdait simplement 0,08%. Bon, oui, c'est vrai qu'on critique toujours la composition du CAC, Nathalie, quand ça baisse. Hein, quand les bancaires s'envolaient, ça nous dérangeait pas qu'elles représentent 20 à 25% dans l'indice. Non, je pense que ça dérange aussi dans la hausse, en fait, mais c'est un reflet pour de la gestion passive, indicielle, donc c'est pour la gestion automatique. Il faut pas oublier qu'on a quand même fait des progrès en 20 ans, parce que déjà on a relativisé le poids par rapport au flottant, alors qu'avant on prenait totalement la taille de la capitale boursière, quel que soit le nombre de titres accès au marché. Donc ça, déjà, c'était un progrès. Et puis après, on a aussi limité le poids dans les indices, c'est-à-dire qu'un titre ne peut plus représenter, comme ça avait été le cas pour France Télécom, souvenez-vous, début 2000, quand France Télécom avait 220 €, qui représentait, je crois, plus de 17 ou 20% du poids du CAC. Donc France Télécom à 220 €, hein, on l'a oublié. Maintenant, il y a un poids maximum, je crois qu'il est de 15%, mais c'est vrai que... donc ils sont quasiment maximum. Taille et taille de flottant, bon après, c'est la contrainte d'un indice, mais ça ne reste qu'un indice. Et c'est pour ça que par rapport aux États-Unis, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de gérant US qui regarde le Dow Jones ou on regarde le S&P 500, parce que là, il y a des pondérations qui sont différentes et puis ça bouge plus, ça a plus de signification que le Dow Jones. Oui, mais tout le monde se sert quand même de ces baromètres, Frédéric, même si on n'a pas forcément de benchmark, on se compare assez peu dans vos métiers au CAC 40, plutôt à des indices d'ailleurs européens, des paniers avec plusieurs grands champions et en dehors de nos frontières, mais c'est toujours un indicateur de dire voilà, bon, en 2012 j'ai fait plus 15 quand le CAC aura fait peut-être plus 10 ou plus 5, c'est toujours intéressant pour ses clients, pour sa communication, non ? Pour moi, les indices, c'est un peu le reflet du passé, quoi. On rentre dans des indices parce qu'on est la plus grosse capitalisation d'un instant. C'est sûr que Total sortira pas de l'indice, hein, ça c'est sûr. Mais par exemple, sur les 5-6 dernières pondérations de l'indice, souvent il y a des changements parce que c'est le reflet d'une valorisation qui a été très très bonne depuis pas mal d'années. Comme en Ligue 1, quoi. Il y a les 2-3 qui... Ouais, et les relégables. Moi, je pense pas que ça soit très significatif, un indice. C'est pratique pour les médias et c'est pratique pour avoir des repères, mais nous, on est très contents parce que ça nous permet de bien se comporter, parce que généralement les indices sont très volatiles. Ils représentent pas forcément la bonne pondération au bon moment de ce qui se passe dans l'économie. Regardez qui sont les plus grosses pondérations aujourd'hui du CAC 40. C'est des sociétés qui finalement ne profitent
très très peu de la mondialisation. D'où l'écart qui peut être extrêmement fort entre certains fonds actifs qui justement gèrent en fonction de l'instant présent et de ce qui va se passer dans le futur, et les indices qui représentent voilà, il y a beaucoup de sociétés dans l'indice CAC 40 qui sont en fait dépendants voilà, d'un législateur, de consommation très européenne, voire française, voilà, donc c'est pas du tout pour moi représentatif de ce qui se passe aujourd'hui avec la mondialisation. Pour revenir là sur Total et sur ce que disait Eric à l'instant, Nathalie, est-ce que vous considérez qu'on a surréagi hier en faisant en sorte que le marché a vendu jusqu'à 7%, ce qui fait que 6 milliards d'euros de capitalisation sont déjà partis en fumée, alors que dans la fourchette basse d'Eric, ça coûterait 150 millions de dollars cette fuite en mer du Nord. C'est vrai, quand on regarde facialement comme ça paraît excessif. Après, il faut pas oublier une chose, c'est que le marché déteste la certitude, et que là, on est en pleine incertitude. On peut pas comparer les deux événements, Macondo et l'événement aujourd'hui sur Total, parce que la plateforme de BP en fait. Exactement. Parce que c'est ça qui explique, je pense, une grosse partie de la baisse hier, la peur que ça se reproduise. Juste 3 chiffres qui n'ont absolument rien à voir. Le champ en fait aujourd'hui, c'est 100 mètres de profondeur. C'était 10 000 mètres sur Macondo. Il y avait eu des morts, comme je disais. Là, il y en a heureusement pas. Et puis la fuite. Juste pour comparer, la fuite, là aujourd'hui on parle de gaz déjà, on ne parle pas de pétrole lourd. Là il y a une partie de pétrole léger qui s'évapore aussi, il y a l'équivalent de 300 barils jour, donc ça paraît très faible. Pour comparer, sur BP c'était 40 000 barils jour qui s'écoulaient, donc juste pour le 300. Et puis il n'y a pas du tout non plus la même réglementation en Europe du Nord qu'il y avait aux États-Unis. Il n'y a pas le Clean Water Act, donc il n'y a pas les mêmes engagements. Donc on a extrapolé un peu sur pétrole, sur Total de façon excessive. En revanche, il n'y a pas moins qu'en termes d'image, il y avait eu dans le passé Erika, et il y a eu des problèmes, et donc en termes d'image, c'est forcément pas bon pour Total. Après, est-ce que financièrement, ça valait 6 milliards ? Je pense que non. En revanche, avant que les nouvelles deviennent positives sur Total et justifient un retour des investisseurs dessus, sachant qu'il y a beaucoup d'arbitrages qui sont faits entre Total et Eni, et que en plus Total est une valeur qui peut être assez shortée par le marché, à court terme, même si ça paraît excessif financièrement, à court terme, je pense qu'il est malheureusement un peu trop tôt pour revenir sur Total, même si les chiffres, c'est vrai, dans le pire du pire, a priori, c'est déjà pricé dans le cours de Total. Total donc qui est shorté, vous nous dites, donc c'est-à-dire qu'effectivement il y a des gens, enfin des investisseurs qui ont gagné sûrement pas mal d'argent dans la journée d'hier, ceux qui se sont dit tiens elle va baisser, je prends un pari, elle se retourne 37-38 euros. Et puis elle peut continuer aussi à baisser parce que tant que même dans le meilleur des cas, demain c'est propre à l'affaire Total qui conduit le CAC, 17h27, ça va fermer dans 3 minutes maintenant le CAC 40, on a moins 8 euros sur l'ensemble des positions ouvertes. C'est vrai que aujourd'hui, il y a eu du mouvement, notamment sur Rodol, on l'a bien géré, mais bon, dans l'ensemble, c'était quand même pas une journée passionnante. Et je suis pris un peu les pieds dans un long sur l'or, bon, c'est comme ça. Au niveau des gros titres, on a donc les retraites qui augmenteront donc, conformément à l'augmentation de l'inflation en France. La France condamnée à indemniser à minima ses saisonniers corses. L'inflation en France attendue à 1,8% en 2012. Bertelsmann prêt à ouvrir son capital. Une nouvelle flambée du pétrole menacerait la croissance mondiale. Donc a priori c'est pas fini de ce côté là. Alors on va aller voir ça. Alors, pourquoi il y aura une poursuite de la flambée du pétrole? Alors, essence chère, la France peut être prête à puiser dans ses stocks stratégiques. Le ministre de l'énergie Éric Besson a confirmé que la France est favorable à la demande des États-Unis au recours aux stocks pour faire baisser les prix de l'essence qui pénalisent les ménages. C'est confirmé, la France est favorable à puiser dans ses réserves stratégiques de pétrole afin de lutter contre la hausse des cours du brut, a déclaré mercredi le ministre de l'énergie Éric Besson à la sortie du Conseil des ministres, confirmant une information du quotidien Le Monde pour qui il s'agirait plutôt une affaire de semaines que de jours. Ce sont les États-Unis qui l'ont demandé, la France a accueilli favorablement cette hypothèse, on attend maintenant les conclusions de l'Agence internationale de l'énergie, a ajouté M. Besson. 2 sources britanniques ont par ailleurs éclairé
déclaré à Reuters voici quelques jours que la Grande-Bretagne ne doutait pas de pouvoir coopérer avec les États-Unis sur la question des stocks stratégiques pour endiguer la hausse des prix du pétrole, hausse qui anesthésie la reprise de la croissance économique américaine en pleine année électorale. Une chose est certaine, le prix des carburants, qu'il s'agisse de l'essence ou du gasoil, flambe en France comme ailleurs. Les prix de l'essence sans plomb en France ont atteint ainsi de nouveaux sommets la semaine dernière à 1,65 € en moyenne pour le litre de sans plomb 95 et à 1,69,29 € pour le S&P 80, le S&P, trop habitué au marché, le sans plomb 98. En revanche, le gasoil a légèrement reflué à 1,456. Au yen, des économistes comme Nouriel Roubini, cette flambée des cours de l'or noir pourrait même compromettre le retour à la croissance mondiale. Il peut y avoir une action concertée, on a vu, éventuellement ils vont piocher dans leurs ressources stratégiques, donc la France est d'accord avec les États-Unis pour cela. La réforme de la santé au centre du débat électoral aux États-Unis, l'inflation se réduit en Allemagne, Grande-Bretagne, la croissance moins bonne que prévu en 2011, c'est sûrement ce qui a impacté à la baisse négativement donc la livre sterling aujourd'hui. Total, une torchère brûle encore sur la plateforme. Donc voilà les gros titres aujourd'hui. Donc ça c'est ok. Le gouvernement juge la rémunération... Ok, ça on avait vu. Dépôt d'une plainte contre Orange et Free. Directoire à savoir 6,2 millions de rémunération variable différée accumulée depuis 2003. Des bons conseils aux emprunts. Total Fitch fait fi des fuites. C'est le moment pour l'immobilier. Déjà 2 millions de véhicules pour le tandem Toyota Peugeot en République tchèque, on s'en fiche. L'immobilier qui est toujours haut, hein, très haut en France et qui progresse. Chic quand femme lit, il se concentre pour bien lire et la moindre petite bafouille l'agace, dit MMC. Le cac, c'est toi qui voulais donner des leçons. Alors salut Frag, ça va? Je tourne en rond, je cherche la sortie numéro 38. Ouais là moi j'ai fait du profit sur Eurodoll, mais c'est vrai que là aussi ces dernières minutes c'est assez pénible pour moi. Je pense que je vais pas tarder à sortir, donc en fait ce que je vais faire pour pas prendre du risque, ce qui serait idéal, ce serait bien sûr qu'on ait une grosse hausse sur l'or et que je sois profitable, mais autrement je vais couper deux micro-lots sur l'or, donc je serai sur une journée très légèrement positive, alors qu'on avait bien cerné l'eurodoll, c'est dommage, mais quitte à prendre même 1 € de perte là, afin de ne laisser courir que un micro-lot cette nuit. J'aime pas être exposé la nuit, donc c'est peut-être ce qui sera fait, on verra. Ça on avait vu, je tourne en rond, ça on avait vu, tu cherches... Total à 35, j'achète un max, dit LOL. Alors Total qui a bien dégringolé hier, je sais pas ce que ça a donné aujourd'hui. Mais en effet, s'il y a déjà 6 milliards de baisse qui a été prévue, alors qu'a priori la baisse et le coût devraient être beaucoup moins importants, même si l'image est un peu touchée, ça devrait pas non plus être trop grave. On perd un 45% aujourd'hui, donc peut-être des choses intéressantes à faire. Hein. J'ai vu des gros retours depuis ce matin, on était vendu à 37 quasiment, 37 et quelques. On est en retour vers 38,5 cet après-midi, donc profitez peut-être des fois de ce type d'événement hein, pour rentrer à bon compte. La monnaie de Paris gagne ses galons d'entreprises rentables 100% françaises. En quelques années, la monnaie de Paris a gagné le pari de devenir une entreprise bénéficiaire avec une activité industrielle 100% française, s'appuyant sur une stratégie à deux volets. La bourse de Paris recule pénalisée par Total et un indicateur américain. Wall Street ouvre sans direction, regroupé, ouais, tout ça. Il n'y a pas de grosses news hein, aujourd'hui, vraiment c'est très calme, très plat.
Demain on en aura plus. Alors Xo qui laissait un lien. Xo, tu penses à un retour des acheteurs hein, sur Eurodoll. Alors Eurodoll, on a bien profité de la baisse. Là on a un rebond qui se met en place. C'est beaucoup moins flagrant sur le câble. Alors, pour moi, on est au maxi retracement, volonté plus. Je vois pas pourquoi les marchés changent la attends, ça on avait vu. Ce que dit le mec, c'est super. Moi, j'arrive pas à trouver le calcul entre le poids de la valeur et l'effet sur le CAC. Après, à toi de regarder. Tu as la composition, donc tu sais quelle entreprise, quelle société représente quoi dans le poids du CAC, de l'indice CAC 40. Tu peux avoir sur Boursorama vraiment facilement. Tu vas dans composition. LOL, il pense comme moi, c'est une affaire totale. Karim Sabaigne, Diegolo. Alors. LOL qui disait, s'il y en a qui ont des infos sur la méthode de calcul, je suis preneur. Total à 35, j'achète un max. Ça on avait vu. LOL qui disait, je ne sais pas calculer l'influence d'une valeur sur la montée ou la baisse du CAC, mais ça nous fait, mais fais-nous partager ta science, vas-y Will. Pourquoi je ferais-je? Allez, je me mets sur la voie. C'est une simple multiplication. LOL qui disait, je sais que tu ne feras pas, tu vas nous sortir l'excuse type que tu utilises, mais au fond, tu sais tout ce que tu ne sais pas le calculer. Mais je comprends pas, William, pourquoi tu dis pas clairement... Non mais laissez William tranquille. Alors, du côté de... Alors, juste je vais... Alors voilà, je mets un lien. Donc normalement, tu dois avoir toutes les informations hein, sur Wikipédia, sur les méthodes de calcul du CAC, donc je t'ai mis un lien sur le chat écrit. Alors, on va aller regarder du côté de Wanda, voir s'il y a des acheteurs et des vendeurs placés sur les produits qui nous intéressent en l'occurrence. Là, du côté du CAC, on repart légèrement à la baisse, sur l'or également, donc on est quasiment plus positif là sur l'or. Alors sur l'or, on a vraiment énormément d'acheteurs hein, sur Rwanda, on a 80,57%. Bon après il y a toujours énormément de particuliers acheteurs, c'est pour ça que c'est bon signe. En tout cas on est voilà, dans le sens de ces données. Laboratoire, alors au niveau des indicateurs économiques. Ok. Alors au niveau des ordres, au niveau des positions ouvertes, on voit que c'est assez stable, qu'on a une majorité de vendeurs quand même sur l'euro-dollar. On a des gens qui sont entrés aussi plus bas. Non, pardon, des ordres d'attente en dessous. Donc si on continue, on doit avoir pas mal d'ordres de vente qui se déclenchent sur Eurodoll. On pourrait parler sur une poursuite de la baisse. On a notamment beaucoup d'ordres de vente au niveau des 1.30. On en est encore loin. Si on remonte, c'est mitigé. On a quand même une majorité de vendeurs hein, au niveau des ordres en attente, donc des positions en attente. Au niveau des ordres ouverts, on en a un peu qui ont ouvert en dessous, mais une majorité qui avait ouvert au-dessus et qui laisse courir pour le moment. On a quand même pas mal d'acheteurs qui étaient rentrés sur des cours plus bas, donc qui laissent courir leur position. Ah non, pardon, on a beaucoup de vendeurs qui étaient rentrés plus bas et qui laissent courir leur position pour le moment. On a pas mal d'acheteurs qui essayent de rentrer actuellement. Ce ne sera pas très suivi si on accélère, mais si on va au niveau des 1.35, etc., il y a beaucoup... Alors attendez, parce que faut mettre en relation, donc à gauche c'est les ordres en attente, c'est-à-dire que c'est des positions qui ne sont pas encore ouvertes, ce sont des ordres qui sont placés, et à droite c'est les ordres qui sont ouverts. Quoi qu'on a plusieurs vendeurs qui sont
on a déjà beaucoup plus de monde qui laisse courir ses pertes que de gens qui laissent courir leurs gains, c'est très significatif, puisque vous voyez, à droite sur les positions à l'achat, on a beaucoup de gens qui étaient rentrés par exemple à 1.39, 1.35, 1.37, et donc qui ont laissé courir tout ce temps leurs pertes, alors que vous voyez, au niveau de ceux qui étaient rentrés à la vente il y a longtemps, à 1.39, etc., il n'y a personne qui laisse courir, tout le monde a déjà pris ses gains. Il y en a très peu qui ont laissé courir par exemple depuis 1.3750. On voit que tout se concentre, et donc la majorité ce sont des traders court terme. Actuellement on pourrait dire qu'on a quand même plus d'acheteurs, en tout cas sur le volume, mais on a plus de vendeurs concentrés au cours actuel, en fait, vers les cours actuels. Et donc en dessous, si on accélère, sur les cours précédemment touchés, oui, on a eu pas mal de vendeurs. Et donc là encore, on a, on voit hein, au niveau des vendeurs qui étaient rentrés vers 1,28, il y en a beaucoup qui ont laissé courir leurs pertes, parce qu'on est remonté, alors qu'il n'y a aucun acheteur qui a laissé courir son gain. Donc c'est assez significatif, et c'est quand même plus de 22 000 clients au Honda, donc c'est intéressant d'observer ça. Donc en tout cas, les forces sont assez stables, et on pourrait continuer le mouvement de baisse sur l'eurodoll, hein. Ça semble pas interdit. On a beaucoup dans l'attente qui vont dans ce sens. Alors, 17h40, il n'y a plus grand chose à attendre. On va aller regarder du côté des marchés actions comment on finit. Donc le pétrole, on est vraiment bas. Ça a bien accéléré à la baisse ce jour-ci, le pétrole. Du côté du DAX, on a bien accéléré et bien décroché en cette seconde partie de journée, donc cet après-midi. Donc on a beaucoup de vendeurs. Sur le S&P 500, sur le S&P 500, on a bien décroché aussi, on reste sur une dynamique de fond haussière, donc ceux qui veulent suivre le mouvement et rentrer sur phase de rebond pourront trouver des points intéressants, ici en H1 ou en H4 pour du long terme. On n'est pas encore tout à fait au contact avec le support oblique haussier, mais on pourrait s'en rapprocher prochainement, ce qui pourrait constituer des points d'entrée intéressants pour les acheteurs, dont je ne fais absolument pas partie. En tout cas, à court terme, on a eu une belle dégringolade ce jour. Sur le CAC, enfin, belle dégringolade également, amplifiée cet après-midi avec l'ouverture de Wall Street, donc des craintes, des inquiétudes. Pourtant, un peu de chiffres particulièrement intéressants ou de nouvelles mauvaises. La seule chose qui a attiré dans le premier temps le CAC à la baisse, c'était Total. Il n'y a pas eu de signaux particuliers par rapport à Total aujourd'hui. Donc nous, par rapport à nos positions, moi, je vais faire ce que j'ai dit. Donc je vais calmer un peu sur l'or. Donc je vais prendre mon bénéfice sur le dernier trade ouvert. Du coup, j'engrange une perte par rapport à la seconde position que je ferme ici. Et puis sur le câble, bon, on n'a pas fait ce que je voulais, donc je vais pas m'entêter. Bof, je vais laisser courir le câble. Ouais, je vais laisser courir le câble. Et puis voilà, donc j'ai une position à l'achat sur le câble, une position à la vente sur l'or. Une position à l'achat sur le câble, une position à l'achat sur l'or. Donc 2 micro-lots d'ouvert avec un compte total qui s'élève à 1269 € au niveau de l'ensemble des positions fermées et 1262 € au niveau des avec la perte en cours. Donc là j'avais mis le lien, c'était ok. L'autre qui disait je viens de tester la fourchette d'Andrew et miracle, l'eurodoll suit le canal. Je reste vendeur, dit Ludwig. Moi ça me semble cohérent hein, de toute façon d'être vendeur à moyen terme. Je suis vendeur à moyen terme pour ceux qui suivent un peu les analyses que je publie sur YouTube, les analyses différées. Donc pour du moyen long terme, je suis vendeur, moi de toute façon sur Eurodoll. Et là on est dans une zone de résistance, donc oui, je garde un biais vendeur et je pense que demain je serai encore vendeur sur Eurodoll, sauf si on a des grosses accélérations haussières et qu'on casse les zones de résistance. Tant qu'on est en dessous, je pense garder un biais vendeur hein, de toute façon. Conformément d'ailleurs à ce que dit Nicolas Chéron. Et donc je regarde les avis des analystes à droite, à gauche, etc. Voilà. Tu peux poster une image pour voir ce que tu vois, comment je fais, je suis novice. Tu peux aller sur le forum, dans la partie blabla, tu as un sujet qui s'appelle Image en vrac, sinon tu as des hébergeurs d'images, voilà, comme tu as Nexo, donc Austin Pix. Ouais, ce serait intéressant de voir ton canal donc en fourchette d'Andrew pour voir, d'après toi, oui, on a des chances de poursuivre le mouvement de baisse, en tout cas, le mouvement du jour suit précisément ton canal, ça peut être intéressant. J'ai envoyé donner le lien de l'image postée sur le site. LOL qui nous dit, si tu suis ce qui est dit sur Wiki, la baisse du CAC est pondérée par son point, le poids du total, c'est 13%. Le mec hier a fait le calcul, il a dit que la baisse à 80% fait la chute sur total, donc il y a un truc. Alors William qui disait, cherchez contributeur et performance dans Google, vous aurez un bout de la réponse. Alors, moins 7 € sur l'ensemble des positions ouvertes, j'ai fait ma journée.
qui est une journée bonne au niveau des positions ouvertes, mais bon, au niveau des positions... pardon, qui est bonne au niveau des positions fermées. Même si je fermais tout maintenant, je serais positif. Mais bon, c'est quand même une journée qui était délicate, on n'a pas eu de gros mouvements, c'était sympa sur Eurodoll, faut le dire. J'ai peut-être pas profité au max. Maintenant, j'ai pas de regrets, il y en aura des bonnes journées, des journées avec des grosses tendances. Je laisse courir des choses, ça pourrait être positif, hein, donc... Voilà, en tout cas, vous pouvez continuer à suivre les résultats en direct, donc sur les résultats au-dessus du cas de diffusion de l'émission. Moi, je vous retrouve demain à 14 h. Ce soir, je vais faire une analyse moyen terme sur la paire euro-dollar, qui sera disponible sur YouTube, sur une chaîne YouTube. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux pour être tenu informé de tous les événements. Donc pour ça, vous avez voilà, les liens vers les réseaux sociaux au-dessus du logo en haut à gauche du site, vers Facebook, Twitter, YouTube, Dailymotion, etc. N'hésitez pas à nous suivre. Vendredi, je serai au salon pardon, pas au salon, je serai à l'événement FXCM, donc je couvrirai en vidéo, vous aurez accès derrière, hein, gratuitement, etc., comme d'habitude, à l'ensemble de l'événement, de ce que j'ai couvert en tout cas, de ce qu'on m'a autorisé à filmer, de ceux que j'ai pu interviewer, etc. Donc ça, ce sera intéressant à suivre. Du coup, vendredi, je ne serai pas devant mon écran, donc demain sera ma dernière journée de trading concrète de la semaine, et donc vendredi, il n'y aura pas l'émission en direct. Par contre, du coup, pour vendredi, je le ferai demain, ça, je préparerai un plan de trading pour la journée, avec un produit, je pense, voire plusieurs, mais je ne sais pas encore, sur lequel je planifierai des points d'entrée, un stop loss et des points d'entrée multiples, donc pré-planifiés. Ce sera intéressant à suivre. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Bonne soirée à tous, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous avez réalisé des profits. Un petit coup d'œil du côté du suivi du compte, qui a plus d'un mois maintenant, hein, le compte, donc ça passe, tant mieux. Pour l'instant, on va garder un cap positif. Aujourd'hui, on enregistre plus 0,69% au niveau de l'ensemble des positions fermées, de progression par rapport au capital. Donc, il n'y a pas à se plaindre, c'est pas une mauvaise journée, hein. C'est quand même significatif. Le bémol, c'est les positions encore ouvertes. Au niveau des positions fermées, on est donc à 66% de trades gagnants pour 34% de trades perdants sur 211 trades au total, ce qui commence à être significatif. Donc là, c'est bien. Le gain moyen est toujours inférieur aux pertes moyennes de plus d'1 €. Donc on a 2,54 € de gain moyen pour 3,73 € de perte moyenne. Ça fait partie du plan de trading. Maintenant, il faut quand même bosser dessus et essayer d'améliorer ça. Mais c'est pas vraiment cohérent par rapport au plan de trading d'améliorer ça. Donc mon but, c'est d'avoir un maximum de trades gagnants. Après, les pertes sont toujours plus importantes que les gains. Hein, parce que j'ai des gros stop loss et que j'ai des take profit. J'ai pas de take profit, je laisse courir mon profit au long de la journée. Il m'arrive aussi de prendre mes pertes le soir, hein, ça dépend du contexte. En tout, j'ai déjà tradé 3,07 lots, ce qui veut dire 300 000 $, plus de 300 000 $. On a 73% de position à l'achat gagné, 61% de position à la vente gagnée, donc on y arrive mieux à l'achat qu'à la vente. Je ne sais pas si ça veut dire grand chose. Meilleur trade en euros, c'est 25 €, pire trade en euros, c'est 16 €. Ça, c'est bien, ça veut dire qu'on laisse pas courir nos pertes, hein, quand même. Parce que pour un compte de 1200, même si là c'est fait au fur et à mesure, ça veut dire quand même voilà, que les pertes sont assez rapidement prises. En termes de pips, on est positif de 361,2 pips. Ok, la durée moyenne d'un trade est quand même de 11h01. Ce qui veut dire qu'il y a quand même souvent où on laisse courir des positions. Si on regarde dans la durée, en réalité, en moyenne, la plupart des trades sont de 25 minutes à voilà, 7 heures, 4-5 heures, on va dire. Heure par heure, donc les heures les plus tradées, je pense que c'est l'après-midi. Voilà, donc alors il faut rajouter 6 heures en fait, donc c'est en gros de 11h jusqu'à 17h. 17h, on a beaucoup de trades qui sont fermés puisque c'est la fin de la session. C'est souvent à 17h que les trades se ferment, ça c'est assez cohérent. En jour, alors on voit que les jours les plus profitables pour le moment c'est les mercredis. Les vendredis c'est les pires jours, les lundis aussi on a du mal. Les jeudis c'est très bien aussi, mais c'est moins tradé. Et donc heure par heure, bah voilà, on voit quand même la majorité du temps, on prend des gains à 17h. Donc en fin de journée, on encaisse. Donc ça veut dire quand même, je suis assez content de ça, j'arrive à être patient. Voilà, donc, pas grand chose de plus à dire. Une majorité de trades sur l'eurodoll, ensuite c'est l'or, et après ça reste assez marginal avec quand même un câble qui est assez tradé. On est sur un gain moyen de 16,40% avec un drawdown maximal de 16%. Voilà, pas grand chose à signaler. Et donc j'ai fait mon point. Bah voilà, 6,26 € de perte en cours. Je vous souhaite bonne soirée à tous, bon trade et à demain sur videobourse.fr.
Salut. Non, juste ça. Non, au niveau management, je suis nickel. Toujours respectueux. Bonne soirée. Bah, j'aurais bien aimé, mais je peux pas, donc si tu filmes, ce serait cool. En fait, eux, ils auront un mec qui va filmer tout de A à Z, et moi, en fait, je vais faire un reportage global, des interviews, etc. Donc, les deux seront disponibles, donc, bah voilà, vous pourrez vraiment tout suivre, quoi. Ouais, c'est cool ça. Ok, bah, allez, bonne soirée. Allez, ciao.